Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va vous présenter une conférence qui s'appelle Entreprendre une démarche DevOps dans son cloud public. On va un peu se présenter. Moi, c'est Donovan. Je viens de chez Ypon. Je suis consultant en cloud DevOps depuis peu. Et Samuel qui m'accompagne. Et du coup, ouais, j'accompagne Donovan. Donc, moi, Samuel Bali. Je suis CTO chez Ypon, de l'agence de Strasbourg, comme Donovan. On a 9 agences en France. Je ne vais pas faire le pipeau sur Ypon. On a déjà eu dans d'autres conférences aujourd'hui. On va surtout vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur. C'est le côté green. Et on va voir aussi, parce qu'il n'y a pas forcément que des fans, des gens qui sont militants ou investis du côté écologique qui sont dans la salle. Il y a peut-être des gens, voilà. On peut peut-être même faire un sondage. Qui c'est qui est vraiment intéressé par le green? C'est pas mal quand même, presque tout le monde. Il y a 99% de... C'est pas mal. On verra, il y a d'autres sondages qui ont été faits par des cloud providers, on en les présentera tout à l'heure. Alors déjà, nous, en tout cas, moi je suis assez spécialisé sur les technologies du cloud, des clouds américains. Mais j'ai aussi un passif sur les clouds privés et même sur des clouds un peu plus souverains dernièrement. Donc nous, on a spécialisé la conf sur les principaux cloud providers, c'est-à-dire AWS, GCP et Azure. Mais ce qu'on raconte, ça s'applique aussi sur les clouds souverains. Voilà. Et puis, on peut aussi faire le parallèle avec les clouds plus privés. C'est juste qu'on est un peu plus spécialisé sur la partie cloud public. Alors, ici, il y a apparemment, il y a 99% des personnes qui s'intéressent à la fonte des glaces et aux ours polaires, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, et on va vous présenter pourquoi c'est aussi intéressant de s'intéresser au green si on n'est pas activiste. Alors bien sûr, ce n'est pas Greta qui a dit ça, mais c'est ChatGPT. Mais effectivement, on va voir qu'il y a un réel enjeu pour la planète, mais aussi pour vos finances de faire du green. Donc, histoire de donner un peu de contexte sur le sujet, le numérique, dans le monde, ça représente actuellement 5% des émissions de gaz à effet de serre. En France, on est un peu des bons élèves quand même, on est à 2,5% pour le moment. Par contre, d'ici 2030, c'est quand même assez proche, on va monter à 7% pour la France et 10% pour le monde. Donc on voit que ça va commencer à évoluer de façon un peu incontrôlable et il faut commencer à s'en soucier. Et ça va bientôt dépasser le fait de juste s'en soucier, puisque ça va être une obligation. D'ici 2024, il y a la CSRD qui va être mise en place. Et donc là-dessus, ça va obliger les entreprises européennes, alors ça va se faire progressivement, 2024, les grands groupes, ensuite les moyens groupes et les petits groupes, à faire du reporting sur leur KPI green, leur évolution, leurs actions, etc. Et ça sera soumis à audit, ça sera vraiment quelque chose de sérieux. Alors au début, il n'y aura pas forcément de sanctions, mais ça va être un peu à la manière de la RGPD, ça va grimper, évoluer, et ça va devenir de plus en plus sérieux. Et il faut commencer à s'en soucier parce que ça arrive très bientôt. Alors certes, c'est une obligation, mais on peut aussi le voir comme un avantage. Les consommateurs, ils veulent de plus en plus consommer green, ça les intéresse, ça les rend soucieux en fait de savoir ce qu'ils consomment. Et ça n'est pas forcément qu'une dépense en trop pour nous. On peut faire ça aussi comme un investissement dans nos démarches RSE et l'utiliser comme argument de vente ensuite derrière pour améliorer son image d'entreprise ou bien vendre un produit. Et donc c'est aussi bénéfique, le Green IT. Ouais, c'est effectivement bénéfique. Si on réfléchit bien comment on va le mettre en place, le but, c'est encore une fois, c'est pas de tomber dans l'activisme de l'extrême, c'est plutôt de voir ça comme quelque chose qui est nécessaire, qui en plus aura un impact sur votre vie, sur vos enfants, mais aussi sur votre business. Et comment on peut faire les choses de façon raisonnable? Eh ben, on peut se faire aider déjà, si on va sur les clouds publics, avec ce qu'on appelle les piliers de bonne architecture. Je vais vous présenter 2 piliers aujourd'hui, assez brièvement. Un nouveau pilier, donc pendant longtemps, il y a eu 5 piliers, et ils en ont rajouté il y a 2-3 ans, plutôt 2 ans, un pilier qui s'appelle la durabilité, ou la sustainability en anglais, et qui va viser justement tout ce qui va être un peu plus responsable, sociétal, environnemental, économique. On a un deuxième pilier. À votre avis, peut-être là je vais faire un petit sondage participatif, quel autre pilier est étroitement lié au green selon vous? Personne?
C'est pas un pilier. Je vous aide, il y a les performances, il y a tout ce qui est un peu plus optimisation de maintenance, il y a la sécurité et il y a les coûts, les finances. Tu peux passer, on va donner la réponse. Du coup, c'est le pilier économique. En effet, on va le voir là-dedans, dans cette présentation, il y a une corrélation très étroite entre les démarches green et les démarches FinOps. En plus de ça, on verra qu'il y a un autre lien de cause à effet avec le green. Alors, le but, effectivement, c'est on travaille dans des entreprises. Le but des entreprises, c'est de faire de l'argent, c'est pas faire de l'écologie, sauf si votre entreprise fait de l'écologie et c'est son cœur de métier. Donc il y a une part à prendre, donc pas aller trop dans l'exagération financière, mais pas non plus aller trop dans l'extrême fanatique et du coup couler son business parce qu'on veut être green. Il faut trouver ce juste milieu et on va vous montrer comment on peut atteindre ce juste milieu et enfin au moins le déterminer. Alors déjà, on va commencer par vous donner quelques notions au fur et à mesure. Donovan sera plus sur la partie très environnementale CO2 et moi je vais déjà vous présenter un peu plus la partie sous. Déjà sur le cloud public, on est en pay as you go. Voilà, donc vous utilisez, vous payez en fonction de ce que vous utilisez. C'est très fin, c'est jusqu'à la seconde près. Et le but, c'est de lier un petit peu cette mentalité avec vos dépenses, parce que chaque euro que vous dépensez, c'est 1 gramme, 1 tonne, 1 kilo de CO2 qui part. Le but aussi, c'est d'être raisonnable, comme on l'a déjà dit. Donc il y a une différence entre sobriété. Bon, voilà, c'est pas parce qu'on peut s'acheter, je sais pas, un serveur énorme alors qu'on en a besoin un tout petit peu qu'on va le faire. Il faut donc bien ajuster, mais il ne faut pas non plus tomber dans la pauvreté numérique et en fait avoir quelque chose qui tient à peine la route. Donc il faut trouver cet équilibre et on va essayer de vous montrer comment faire. Donc, histoire de mettre en place quelques connaissances, comme l'a dit Samuel, il faut voir comment est-ce qu'on classifie les émissions carbone. Donc, premièrement, il y a le Greenhouse Gas Protocol qui classifie les émissions en 3 scopes. Le scope 1, c'est les émissions directes de votre activité. Si vous êtes une entreprise qui fabrique des objets en plastique, ça va être fondre les plastiques, les modeler, vos machines, etc. Les émissions directes de votre activité, ça se passe dans le scope 1. Dans le scope 2, ça va être tout ce qui se compose de la consommation d'énergie de votre activité. Donc c'est un scope indirect. Donc en fonction de si c'est des énergies renouvelables, des énergies fossiles, etc., ça changera la donne. Et le scope 3, c'est ce qu'on appelle la chaîne de valeur. Et donc là, ça va être tous vos fournisseurs et tout ce qui n'est pas dans vos mains, que vous ne pouvez pas contrôler. Ça se base dans le scope 3. Alors ce qui est intéressant, c'est dans le cas du cloud, si on est du côté de chez AWS ou de chez Azure, si on est le cloud provider, on va avoir à la fois des émissions dans le scope 2, puisqu'on va consommer de l'énergie avec le data center, mais à la fois dans le scope 3, puisqu'on a l'achat des serveurs qui ont été fabriqués à un moment, et ça émet beaucoup de carbone, et tout ça, ça se base dans le scope 3. Par contre, si on est consommateur du cloud, tout part dans le scope 3, puisqu'en fait, on consomme le cloud, ça fait partie de notre chaîne de valeur, et donc c'est pas de notre ressort. Enfin, on doit y faire attention, mais c'est pas des émissions directes. Il y a un petit outil qui est quand même assez intéressant, on va vous le montrer, qui permet d'analyser le mix énergétique des régions. Alors s'il est bien chargé. Donc le mix énergétique des régions, qu'est-ce que c'est ? C'est pour 1 kWh produit dans une région, que ce soit en France, en Californie ou peu importe où, combien 1 kWh émet de CO2 à produire. Ok. Donc, ce qui est vachement intéressant avec cet outil, c'est qu'on peut avoir un simple chiffre. On voit qu'en France, on est plutôt des bons élèves. On est à 46 grammes de carbone aujourd'hui par kilowattheure. Quand on va chez nos voisins polonais ou allemands, chez les Allemands, on est à 492, chez les Polonais à 817. Ça, c'est grâce au parc énergétique français, pardon. Et on a plein d'informations très intéressantes dedans, puisque ça nous donne le mix énergétique d'une région. Donc, quelle technologie, quelle source d'énergie est utilisée dans la région. Et ça va nous servir plus tard quand on va essayer d'améliorer notre empreinte carbone quand on fait du cloud. Ouais, on peut préciser que là, on rentre dans un espèce de triangle. On a vu la partie sous kilowattheure, enfin énergie, tout à l'heure.
c'est-à-dire, je sais pas, 1 kWh d'électricité, ça coûte 0,25 €, quelque chose comme ça. Et on voit aussi que ça correspond à 1 gramme de CO2. Alors en France, c'est à peu près moins de 50 grammes. Mais on a ce triangle-là, il change en fonction du pays où on est. Donc par exemple, si on va en Pologne, on avait vu que c'était un peu rouge, même très rouge. Je ne sais pas quelles sont les valeurs, mais elles sont énormes. C'est quoi? C'est 10 fois... On est à 820 environ. Ouais, on est 20 fois ce qu'on a en France. Par contre, certainement que ça coûte moins cher. Donc voilà, on rentre dans ce fameux dessin que je vous ai montré, FinOps, écologie, c'est trouver le juste milieu. Et donc de là, on peut analyser en fait dans un data center qu'est-ce qui consomme, où se placent nos émissions. Alors il faut savoir que ce qui émet le plus de CO2 en fait, dans l'IT, c'est la fabrication des composants, donc des serveurs, etc. C'est ce qui émet le plus. En revanche, nous, dans cette présentation, on va surtout se concentrer sur la partie compute, utilisation de ces ressources. Et donc, on est au final ici, nous. Ce qui est intéressant par rapport à la carte qu'on a vue avant, c'est que selon la région où on utilise nos ressources, nos hardware, le scope tout ne va pas être égaux au niveau des scopes. En France, ça va surtout se baser dans le scope 3, donc dans la fabrication des serveurs, la fabrication du hardware. Alors que si on va dans des pays qui sont beaucoup moins bons élèves que nous, on arrive avec un scope 3 qui est minime par rapport à la consommation. Et donc ici, la consommation d'énergie, puisque le mix énergétique n'est vraiment pas à notre avantage. Alors maintenant, on va voir ce que les cloud providers proposent en termes, en tout cas en rapport avec l'écologie, le CO2. On parle beaucoup de CO2 parce que c'est le meilleur élément métrique environnemental qui nous permet d'avoir des métriques sur l'écologie. Bien évidemment, il y a d'autres gaz à effet de serre, il y a des polluants autres qui interviennent dans la construction de nos serveurs, nos téléphones portables, et ainsi de suite. Alors déjà, on peut voir que les providers s'intéressent au sujet rien que par des enquêtes. Alors là, je crois que c'est au dernier event AWS ou peut-être un AWS Summit, je me souviens plus. Ça fait déjà plusieurs fois qu'on utilise cette statistique. En gros, ils ont posé la question à leurs clients. Est-ce que vous êtes réellement intéressé par le green? Est-ce que ça fait partie de vos KPI business? Et ainsi de suite. On se rend compte qu'il y a une divergence entre les pays. Je précise également qu'aux États-Unis, là on le voit uniforme, mais en réalité ça dépend vraiment des États. Il y a des États, je ne sais pas, des États comme la Californie, ils sont très verts. Il y a des États qui sont producteurs de pétrole, peut-être qui sont moins verts. Donc c'est pas uniforme. En tout cas, on peut voir que pour le moment, il y a un vrai marché, en tout cas en Europe, dans tout ce qui est occidental, sur ce côté green. Personnellement, je pense que c'est un petit peu comme les évolutions technologiques. Ça va se propager probablement plus tard. On sait qu'il y a déjà des initiatives, par exemple en Chine, sur la pollution. C'est un réel problème de société. Donc on peut voir quand même qu'il y a des intérêts qui deviennent assez majeurs dans notre pays et puis dans notre continent. Voilà. On a vu qu'ils s'est intéressé, c'est déjà bien, ils posent des questions. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? On a quelques exemples sur ce slide. On a par exemple ici des data centers immergés. Je crois que c'est Microsoft qui fait ça. On a aussi des initiatives dans des régions très froides. Ça peut être Google, par exemple. Et on peut aussi parler d'AWS qui font des choses pas trop mal. Déjà, ils font du matériel qui consomme beaucoup moins. Alors, qu'est-ce qui consomme beaucoup d'énergie dans votre serveur? Est-ce que vous utilisez un service managé ou pas managé? C'est le CPU. C'est ça qui va consommer le plus, CPU ou GPU. Mais ça revient à peu près à la même chose. C'est ce qui va consommer le plus. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont décidé... Alors, il y a aussi un intérêt commercial pour se séparer d'Intel et tout ça, j'imagine. Mais ils ont fait du matériel qui consomme jusqu'à 60% de moins pour exactement la même chose, les mêmes performances. Alors, on peut voir qu'on peut effectivement... tout à l'heure, on a vu qu'en fonction de la région, donc on vous a parlé des pays, mais si vous connaissez un petit peu les cloud providers, vous pouvez vous héberger sur des régions. Donc, si vous allez en France, c'est peut-être une région qui est un peu chère, vous allez produire moins de CO2, en tout cas, en consommer moins.
Et si vous allez en Pologne, je ne sais même pas s'il y a une région, par exemple chez Azure, dans ce coin-là, vous allez consommer à fond du CO2. Donc il y a ça, mais il y a aussi l'utilisation le type de ressources qu'on peut prendre. Si on prend par exemple sur AWS des processeurs Graviton, on va consommer 60% moins pour la même chose. Ça peut être déjà des premières pistes d'amélioration qui se dessinent. Alors on a aussi, moi j'aime bien parler des initiatives locales. Ce qui est bien, c'est qu'on a quelque chose juste à côté de chez nous, là, à Elkirch. C'est le data center qui a été inauguré, je crois que ça fait 1 an, j'étais là pour l'ouverture. C'était Agora, Callicé et Euclid qui ont ouvert donc, à Elkirch un data center qui reprend les principes un petit peu plus écologiques. Le but, en gros, c'était... je vais résumer ça comme ça. Quand vous avez un data center, vous avez la consommation des serveurs, mais il faut aussi les refroidir. Du coup, il y a de la clim, il y a peut-être de l'éclairage aussi pour accéder aux locaux. Il y a du chauffage aussi l'hiver pour les locaux. Donc tout ça, c'est ce qu'il va consommer en plus, qui va s'ajouter à la consommation de vos serveurs. Donc c'est pour ça qu'on commence à parler de PUE, vous le réexpliquera après, mais c'est tout simplement, par exemple là, si on parle de 1,3, c'est 1,3 kWh pour 1 kW utile. Donc qu'est-ce qu'ils ont choisi? Eux, ils ont construit des data centers de façon à pouvoir récupérer toute la chaleur qui est produite par les serveurs et les réinjecter dans des salles qui sont, par exemple, des salles de conférence, des espaces de coworking. Donc un data center, ça devient aussi un lieu de travail. Je ne vais pas aller jusqu'à un lieu de vie, mais ça devient un lieu de travail et ça pourrait alimenter la maternelle qui est à côté, par exemple, ou ce genre de choses. J'ai déjà vu ces initiatives ailleurs. Donc on a aussi des méthodes qui sont locales et qui nous permettent de faire des économies. Je crois que de mémoire, c'était moins de 10 jours la clim allumée. C'est peut-être un peu plus, mais c'est moins de 10 jours. Et je pense que les 2 blocs de clim, ils ne rentrent pas dans la salle tellement ils sont gros. Je les ai vus, donc voilà, c'est vraiment un gain de consommation énorme. Alors du coup, on a vu d'où viennent les émissions de CO2, qu'est-ce que les cloud providers peuvent faire pour essayer de les limiter. Nous, si on veut commencer à essayer de le limiter, il faut déjà pouvoir le suivre. Alors, malgré les directives de reporting et ce genre de choses, nous, ce qu'on essaye, c'est plutôt essayer d'estimer, plutôt que d'avoir la valeur ultime au gramme près de CO2 qu'on a émis. Parce que le but, c'est plutôt d'avoir notre démarche GreenOps, donc d'améliorer ce qu'on fait petit à petit, plutôt que d'avoir vraiment des rapports ultra précis. En précisant qu'on a fait un travail d'R&D, en tout cas chez Hippon, pour essayer d'être très précis. On a réussi à l'être plus ou moins, assez précis, je veux dire, mais on se rend compte assez facilement et rapidement que ça devient de plus en plus compliqué en fonction des services que vous avez utilisés. Il y a quand même une bonne couche d'abstraction chez les cloud providers. Et avoir des informations sur les services ultra managés, très propriétaires, ça devient quasiment impossible. Donc on a préféré prendre la méthodologie qui va être expliquée par Donovan. C'est ça. Je peux rebondir sur la méthodologie du coup très précise. C'est ce qu'on peut voir un peu en à droite avec des formules où il faut beaucoup d'informations, beaucoup de spécifications sur les CPU qui sont utilisés, et on ne les a pas toujours, comme Samuel a pu le dire. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se base sur une étude qui vient tout droit de Etsy. Donc Etsy, c'est un site de merchandise qui vend des objets qui proviennent d'artistes, etc. Mais ils ont aussi tout un pôle de recherche, en fait. Et ils ont publié un article qui s'appelle Etsy Cloud Jewels, il me semble. Et cet article, ils ont utilisé plein de données, agrégé plein de données qui proviennent des cloud providers. Et ils ont sorti des coefficients. Alors, souvent, sur les factures des cloud providers, on est facturé, par exemple, au virtual CPU à l'heure, au gigabyte à l'heure, etc. Et de là, Etsy nous dit que environ, en moyenne, dans le cloud, alors ça dépend bien sûr de la ressource, mais en moyenne, un virtual CPU consommé pendant 1 heure, ça équivaut à 2,10 Wh consommés dans le data center. À ça, on viendra ajouter bien sûr le PUE dont Samuel a parlé avant, qui est quand même assez important, parce qu'il y a des régions... alors, le PUE parfait, ça serait un PUE de 1, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de climatiser, on n'a pas besoin de rien. En réalité, il y a des data centers qui peuvent monter jusqu'à 2, voire plus. Donc ça peut vite chiffrer énormément. Et donc à partir de ces coefficients et des facturations, parce que c'est quand même assez simple d'utiliser une donnée de facturation en fait, on arrive à déterminer une tendance
d'émissions carbone. Pardon. Et de là, on va pouvoir commencer à regarder comment est-ce qu'on peut améliorer tout ça. Du côté des cloud providers, il y a déjà des initiatives qui commencent à être prises, comme les dashboards que vous voyez ici. Alors, on a celui d'AWS là et celui d'Azure en haut. Ils sont parfois utilisés, parfois pas, selon le cloud provider. Ça dépend un peu des utilisateurs et de la qualité de ces derniers. Il y a aussi des solutions qui sont en cours, qui arrivent côté Microsoft normalement. Mais voilà, il y a quand même une démarche qui commence à être prise, et c'est à surveiller et c'est à utiliser aussi. Alors, personnellement, je trouve que c'est pas encore au point. En gros, c'est pas ouf. C'est pas ouf. On a des jolis diagrammes avec des chiffres. On ne sait pas d'où ils sortent et on ne sait pas comment améliorer ce chiffre à part en éteignant les serveurs. Alors, je vais essayer de vous expliquer une démarche plus méthodo pour justement vous l'approprier. Parce que pour l'instant, c'est pas ouf. En attendant que ça arrive, alors je sais qu'il y a des gros investissements, mais voilà, ça va pas arriver demain. Donc, comment on fait ? Moi, j'ai décidé de m'inspirer de quelque chose que beaucoup de personnes connaissent. Hein. C'est ce qu'on peut utiliser, par exemple, quand on vend son bien immobilier, on fait un DPE. Pour certaines ventes, c'est même obligatoire. Il va déterminer à la fois votre consommation énergétique de votre bien, isolation, production de CO2, et il va proposer également des solutions de remédiation. Et ce que je trouve génial, c'est qu'en plus, on a des notions de coût et de rentabilité. Donc, c'est vraiment pas mal. Et après, on peut faire facilement le parallèle. Par exemple, si on prend une maison, si elle est mal isolée, on perd de la chaleur. La chaleur, c'est quoi ? Ça se traduit en kilowatts. Derrière, si vous êtes chauffé, peu importe, au fioul, au pellet ou à l'électricité, c'est des perditions. Si vous avez une instance, donc un serveur qui est utilisé à 10% toute l'année, vous perdez aussi de l'argent. Donc, on peut suivre le même principe. Ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, dans ces éléments de remédiation, on a, par exemple, ici, on nous propose de passer sur une pompe à chaleur. Et c'est un gros coût d'investissement. Ça fait des grosses économies, mais la rentabilité, il va falloir attendre longtemps pour qu'elle vienne. Et on a aussi des actions qui vont être un faible coût d'investissement avec une rentabilité immédiate et un retour sur investissement génial. Donc le but, c'est aussi de faire ce parallèle sur comment vous allez faire vos remédiations. On peut s'inspirer des éco-scores, on peut s'inspirer de plein de choses qui existent déjà. Ce n'est pas forcément de réinventer la roue pour avoir une approche green. Et dans le cas, par exemple, du serveur que je vous ai dit, c'est tout simplement changer le type d'instance ou l'éteindre la nuit, je ne sais pas. On peut entreprendre plein de choses de cette façon-là, mais il va manquer quand même quelque chose pour arriver à ce niveau-là, c'est mesurer les pertes. Donc justement, on commence à rentrer un peu dans les conseils de comment agir sur justement cette tendance d'émission de CO2. Et je vais laisser Samuel commencer. Ouais, donc avoir une vision du coup, une supervision de la durabilité, parce que c'est le terme qui est utilisé, hein, je l'ai dit tout à l'heure dans les piliers. Donc on a les solutions qu'on vous a montrées, mais qui peuvent être assez soft, comme je disais tout à l'heure, j'ai utilisé le terme pas ouf. Mais vous pouvez faire vos propres systèmes avec, par exemple, ce que vous a montré l'étude d'Etsy, où il y en a d'autres qui vous permettent d'avoir un équivalent. Ce qui est très bien, c'est qu'on peut prendre votre facture AWS, Azure, et on détermine combien vous produisez d'électricité avec cette méthode-là. Alors vous pouvez faire cette méthode, utiliser un outil qui le fait, si vous en trouvez un, ou vous pouvez faire votre propre méthode. Alors, à l'ancienne, avec un fichier Excel, c'est pas ouf. Par contre, vous pouvez utiliser des outils d'observabilité comme Datadog ou ce genre d'outils qui vont prendre votre facture qui est peut-être déjà intégrée dedans et vous faites un dashboard et très rapidement, vous avez des KPI sur votre consommation de CO2 en rien de temps et assez facilement, avec un très peu d'investissement. Et vous avez quelque chose qui est probablement plus réaliste que ces chiffres-là, dont on ne sait pas la provenance, on ne sait pas comment c'est calculé. Ensuite, il faut définir un peu justement sur quel KPI est-ce qu'on peut se baser pour approuver ou non l'amélioration. Comme on l'a vu avant, les coefficients, ça se base sur des choses qui sont dans la facturation, comme les virtuels CPU. On peut essayer de réduire la quantité de virtuels CPU qui sont consommés. On peut essayer de baisser la moyenne des puissances des ressources qui sont provisionnées. Alors attention, quand on parle de ça, si on a besoin de puissance parce qu'on a un cas d'utilisation assez particulier, eh ben,
voilà, c'est identifié, on doit consommer, c'est comme ça. Donc attention avec ce genre de métrique, il faut toujours relier ça à qu'est-ce qu'on a réellement besoin aussi. Comme tu l'as évoqué avant, il faut maximiser l'utilisation de nos ressources. Si on provisionne un serveur ou une ressource, si elle est utilisée qu'à 10%, au final, elle est quand même provisionnée. Alors même si elle n'est pas utilisée, elle ne va pas consommer un max, mais il faut essayer de... Alors on n'a pas les courbes sous la main là, mais un serveur qui est provisionné et qui est utilisé à 10%, en fait, la consommation d'électricité, elle n'est pas linéaire. Et du coup, il vaut mieux maximiser ces ressources. Comme on l'a vu aussi, toutes les régions ne sont pas égales face à la production d'énergie. Et des fois, il faut prendre le parti de changer de place ces ressources pour migrer vers des régions plus vertes. Alors on verra après qu'il y a potentiellement des moyens un peu plus complexes de le faire aussi. Et je peux basculer notamment sur le spatial shifting. Et donc ça, c'est migrer tout simplement notre ressource. On passe par exemple de la Pologne à la France. Et donc on divise par, je ne sais pas combien, mais par énormément notre taux d'émission carbone. Le temporal shifting, là, ça va être un peu plus complexe parce qu'en fait, on peut migrer nos workloads, entre guillemets, c'est-à-dire n'exécuter par exemple des travaux de sauvegarde, ce genre de choses, dans certaines régions, au hasard la Californie, qui est sûrement très bien équipée de panneaux solaires, et ben on peut exécuter ces travaux-là qui sont assez flexibles en fait, dans des périodes, dans des fenêtres en fait où l'énergie est beaucoup plus verte. Avec l'outil, la carte qu'on a vu avant, Electricity Map, on peut voir en fait et on peut prédire. Il y a un outil de prédiction du mix énergétique, et donc on prédit que dans telle région, à telle heure, l'énergie sera beaucoup plus verte que le soir. Et donc nos workloads assez flexibles, on va les exécuter à ces temps-là. On peut faire un mix des deux aussi. On peut bouger nos ressources par région et en fonction des heures de la journée. Peut-être que le matin, on va les mettre dans telle région et le soir dans d'autres régions. Ça commence à être assez complexe, donc il faut avoir des workloads qui sont très flexibles là-dessus. Les ressources non utilisées, donc les ressources un peu zombies, il faut absolument mettre en place une stratégie pour les identifier et soit les supprimer, soit les réassigner, un peu refaire de l'architecture pour les éviter. Et on peut voir aussi que... Alors ça, je ne vais pas en parler parce que ça sera plus tard. Ouais, ben pour aller plus loin, aujourd'hui, là, on vous a parlé uniquement du cloud. Mais on peut aller beaucoup plus loin, on peut s'intéresser au code. On peut aussi s'intéresser où s'exécute notre code, parce que ce n'est pas forcément le cloud, ce n'est pas forcément des serveurs. Il y a aussi énormément d'applications mobiles. Je crois qu'il y a une croissance assez astronomique en fait, de l'utilisation du téléphone pour les applications. C'est déjà énorme, mais ça va de plus en plus grossir. Et vos téléphones, les téléphones des clients qui utilisent vos applications, eh ben, ça représente une charge non négligeable. Donc et là-dessus, vous n'allez pas pouvoir agir, vous n'allez pas pouvoir obliger à tous les utilisateurs de téléphone d'acheter tel ou tel téléphone parce qu'il est plus écologique. La seule option que vous avez, c'est d'optimiser votre code s'il s'exécute côté client. Il y a aussi la partie data. Alors, on a beaucoup parlé ces dernières années de big data, on enregistre tout, super, mais aujourd'hui, ces données, est-ce qu'elles servent vraiment à quelque chose? Est-ce qu'on fait de l'IA avec? Est-ce qu'on les réutilise pour faire des statistiques? Est-ce qu'on fait du business avec? Donc, être peut-être dans un rationnement des données, garder du données, faire du big data, de données de qualité. C'est aussi un point important. Et voilà, je pense qu'on peut passer aussi... Alors, on a aussi la partie suivi green, là je vois Sonar, j'en ai pas spécialement parlé, on ne vous a pas donné d'outils. Pourquoi on ne vous a pas donné d'outils? Je vous ai dit tout à l'heure, allez trouver un outil. En fait, il n'y a pas d'outils adaptés pour le cloud. Il y a des outils qui viennent du monde de l'on-premise, ils ne fonctionnent pas du tout sur le cloud dès qu'on a des services managés. Par contre, voilà, encore une fois, avec les métriques, on peut remonter beaucoup de choses. Un outil d'observabilité sera beaucoup plus pertinent pour déterminer des choses. On a aussi des outils qui vont faire de l'APM, donc on va pouvoir regarder des choses précises quand on fait du serverless et tout ça. On aura plus de rendement là-dessus. Malheureusement, effectivement, actuellement, on est mal desservi. C'est à vous de faire ce travail de récupération, d'analyse des données. Alors,
nous deux, là, avec Donovan et d'autres personnes de l'agence de Ypon sur Strasbourg, on va faire d'autres meet-up, peut-être dans notre agence, peut-être l'année prochaine, au prochain DFS, sur comment aller plus loin. Parce que là, on vous a présenté une démarche. Le but, c'est que tout le monde ait des connaissances minimum pour comprendre ce qu'on raconte. Déjà, savoir que 1 kW, c'est du CO2 et que tout ça, c'est lié à l'argent. Que c'est possible de faire du green en rentrant dans des démarches business. Mais les prochaines fois, on souhaite faire également des initiatives beaucoup plus poussées, vous montrer comment faire, comment calculer, comment déployer un outil qui va vous permettre de récupérer ces données et d'aller beaucoup plus loin dans votre démarche green, voire votre transformation green. S'il y a des questions. Oui. Alors nous, on a un user group, on l'a même pas affiché, c'est dommage. On a un user group qui s'appelle le IP Event sur Strasbourg. Oui. Ce n'est pas le but de faire le plus de business possible, c'est d'aligner son business avec nos objectifs RSE, je veux dire, parce que maintenant c'est le terme qu'on utilise, c'est plutôt dans ce sens-là. En sachant que c'est même, ouais, on peut aller un peu plus loin, parce que le côté marketing, on l'a évoqué aussi. Aujourd'hui, c'est un peu comme acheter local ou acheter bio. C'est une marque de fabrique, et effectivement, eux, d'investir de l'argent dans une publicité, peut-être investir ça dans du passage green. Donc là, ça va plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire on donne de l'argent en plus pour faire du green, mais au final, ça nous rapporte quand même. C'est plutôt de le faire en bonne intelligence que voilà, d'essayer de tirer le plus de business possible. Oui. Qu'est-ce qu'il y a plus d'empreintes carbone entre du server-side rendering et puis un serveur classique et une SPA de l'autre côté sur des ordinateurs clients? Alors ça va être compliqué à répondre, parce que ça va dépendre en fait du volume que vous avez derrière. Et là, typiquement, je pense qu'on regarde chez Amazon, la majorité des serveurs, ils tournent plutôt à 10% qu'à 100%. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on devrait peut-être aussi réduire un peu le nombre, la logique SPA un peu à tout prix et essayer de faire plus de server-side rendering, ou est-ce que ça dépend toujours des applis? Ça peut être une piste, mais après, il y a aussi des outils qui permettent justement, on n'en a pas parlé, là, c'était très orienté cloud, qui permettent d'estimer l'empreinte de son front-end, par exemple. Je pense à EcoIndex notamment. Et donc, là, on a la démarche sur le cloud, mais c'est vrai qu'il faut aussi ouvrir cette démarche à tous les étages en fait, de son produit. Et donc, oui, c'est à creuser. Après, il y a des options. On peut parler, par exemple, dans le partage. C'est sûr que plus on va dans une technologie mutualisée, plus ça va être mieux. En gros, si on fait du serverless, forcément, c'est mieux. Mais on peut aussi avoir cette notion en utilisant un serveur. Par exemple, si j'en ai un exemple d'AWS, ils ont les instances de type T, donc T2, T3, T4, qui marchent avec des systèmes de jetons. C'est-à-dire que on utilise ce serveur à, je sais pas, à 10% pendant 3 heures, et on a un jeton qui nous permet de monter à 90 de puissance. C'est aussi des systèmes qui nous permettent de faire des économies. Et ensuite, il y a aussi les démarches. Alors, elles sont de plus en plus transparentes, mais les régions où sont hébergés les data centers des cloud providers sont de plus en plus alimentées en énergie verte. Aujourd'hui, si on s'y connaît un tout petit peu en électricité, on sait que quand on commande de l'électricité verte chez vous, ça vient du même centre de transformation où toute l'énergie arrive. Donc c'est complètement faux en fait. Vous n'achetez pas de l'énergie verte, vous achetez la même énergie que n'importe qui. Par contre, là, ils ont des vraies initiatives pour être autonomes. Et plus ils vont aller vers l'autonomie et avoir alimenté uniquement avec leur propre énergie, je ne sais pas, leurs panneaux solaires ou leurs centrales d'éoliennes dans l'océan, j'en sais rien, plus ces données seront fiables. Et forcément, là, vous êtes sûr de l'impact, alors que si vous déportez ça sur les téléphones de monsieur et madame tout le monde, c'est impossible d'avoir une vision là-dessus, c'est complètement impossible. Oui.
Ouais, ben pour l'instant, ils ont décidé que vous prenez le prix de votre coût IT, tout confondu, et vous mettez un petit facteur dessus, je ne sais même pas combien il est, et vous avez un chiffre. Et ça ne vaut rien du tout, parce que en fonction, voilà, si vous passez par un prestataire, forcément vos coûts seront plus hauts, et ça n'a aucun impact. Donc effectivement, pour l'instant, c'est pas terrible. Oui. Oui. Ben, on a eu un talk tout à l'heure d'ailleurs d'Elisabeth qui est ici et qui parlait effectivement des. Alors j'ai plus les chiffres en tête. C'est quoi? C'est 45% qui n'est pas utilisé. Okay. Sont jamais exécutés. En fait, on code des choses qui sont pas exécutées. Et le meilleur moyen de faire ça, effectivement, c'est d'avoir des bonnes démarches. Et les démarches craftsmanship et tout ça vont dans ce sens-là. Et effectivement, on en fait chez Ypron, du coup. Et j'irai même plus loin, on a eu un talk aussi sur l'agilité verte chez Ypon. Alors j'ai plus toutes les informations en tête, mais en tout cas il y a des démarches qui sont prises aussi de ce côté-là. Le but c'est en fait de mettre des KPI green dans le projet. Et c'est géré par le PO du coup. Voilà. D'autres questions? Oui, là-bas au fond. Oui, alors en langage de programmation, nous on a fait une analyse là-dessus. Effectivement, ce qui est relevé, c'est que par exemple le Rust, c'est ce qu'il y a de plus économique. Il y a des langages qui sont terribles, je ne sais même plus lesquels. Python. C'est Python. Python, c'est pas bien apparemment. C'est dommage, j'aimais bien ce langage. Il ne faut plus faire de Python. Mais ouais, effectivement, on pourrait aussi le partager. Je réfléchis comment on pourrait vous le partager. Après, vous pouvez venir nous voir et puis on partage nos emails et puis on vous enverra. On a une petite étude là-dessus. Oui. Alors, de toute façon, le plus simple, le plus gros impact qu'on a remarqué, c'est de changer de région. C'est pas toujours possible, mais par exemple, on a un client qui son métier, c'est de gérer des parcs immobiliers pour les entreprises, des entreprises, et d'en réduire le CO2. C'est leur métier. Du coup, eux, ils ont investi à peu près 15 à 20% de plus pour changer de région, aller en France, pour consommer moins. Mais encore une fois, c'est pour avoir la démarche marketing qui a joué dedans. Donc le curseur ne sera pas forcément le même pour tout le monde. Mais c'est clairement la plus grosse différence. Par exemple, avec l'Irlande, c'est x6, je crois, la différence. En tout cas, c'est un facteur minimum x3. Donc on ne pourra pas avoir un équivalent, par exemple, en utilisant juste du graviton, qui n'est que 60% d'économie. Donc le plus gros facteur qu'on a remarqué, effectivement, c'est de changer de région, mais ce n'est pas toujours possible. Oui. Il y a des cloud providers qui fournissent en fait des datasheets sur leur data center. Je pense à Microsoft notamment. Bah, ça, c'est de rallonger la durée de vie de son hardware. Il y a plein de... voilà, il faut mettre en place ce genre de démarche en fait. Je rebondis quand même sur les cloud providers. Microsoft met en place dans ses data centers ce qu'on appelle des circulaires data centers. Et en fait, ils optimisent un peu tout le cycle de vie de l'hardware et seulement sur certains data centers où c'est possible. Et du coup, on a accès à ces données, on peut le savoir en fait. Voilà. Oui.
Alors, nous, pour s'amuser, on l'a mis dans quelques pipelines de déploiement. En fait, par exemple, avec Sonar, il y a aussi une option qui permet, un module qui permet d'avoir des métriques green. Et on est capable de dire, avant alors on l'a fait sur l'infrastructure, parce qu'on peut coder son infrastructure, par exemple, avec Terraform. Donc, on est capable de dire que, avec un peu de travail, bien sûr, de dire que ce déploiement-là, quand on va le mettre en prod, ça va consommer se mettre un indicateur, dire que ça va être rouge en termes de consommation de CO2. Et on arrive à faire la même chose au niveau du code. Après, le dire de façon globale, généralisée, je ne pourrais pas le faire. Mais effectivement, on est capable du coup d'aller jusque-là, dans son pipeline, d'avoir du test sur le côté écologique de notre code. Là, on a fait le tour des questions encore. On a encore un peu de temps, je crois. C'est rouge. Ça clignote. Les dernières secondes pour poser une question. N'hésitez pas à nous voir sur notre stand ou si vous nous voyez passer, si vous avez des informations supplémentaires. Merci.